Chappie en fait les frais, et l'enjeu économique se rajoute aussi aux causes qui font qu'il est poursuivi, mais la grande majorité, c'est qu'on n'accepte pas qu'un robot puisse avoir sa propre conscience, ou pire, des sentiments, devenant automatiquement la risée ou l'ennemi de l'humain, peu importe la classe. On se rend compte que s'il est capable de réfléchir de lui-même, alors on peut également l'influencer, le manipuler. Dans ce film, on observe que si l'intelligence artificielle peut être créée, elle doit aussi être éduquée. Un cerveau qui naît ne possède aucune information. On doit alors le nourrir, lui apprendre des choses, des comportements, orienter ses émotions vers des actes. Et les mêmes choses sont observables dans iRobot, qui joue plutôt sur les lois fondamentales de la robotique. Loi écrite par Isaac Asimov visant à réguler les agissements des robots avec un cerveau positronique, l'unité centrale qui permet aux robots d'avoir une conscience. On y remet en cause ces lois entre guillemets pour savoir qui on doit sauver si deux êtres humains sont en situation de danger. Il existe d'ailleurs un test d'éthique développé par le MIT destiné à ce qu'on puisse se mettre à la place de voitures autonomes dans diverses situations d'accident. On choisit à travers 13 scénarios qui épargnaient dans une certaine situation. Par exemple, 2 chats contre un chien ou un enfant contre un groupe de personnes âgées. Si ça peut attirer votre curiosité, je vous laisse le lien en description. Et encore au-delà de ça, on pourra observer la réelle question de l'amour avec les machines dans Acta Maniscore et son reboot américano-britannique Humans. On se retrouve là dans une version de notre monde où les robots ménagers sont d'apparence humaine et dotés d'une intelligence artificielle, ceci permettant de donner un peu d'humanité à la machine, mais aussi de pouvoir discuter avec elle et faire taire la solitude pour certaines personnes. De plus, il y a une multitude d'utilisations pour ces robots, y compris une option 18+, offre soumise à condition. Mais là où on se rapproche du sujet principal de cette vidéo, c'est qu'en plus de tuer la solitude et apporter un peu de chaleur à certaines personnes, il y a également des sentiments qui se créent, des humains pour la machine. À force de passer du temps avec et d'échanger avec, on devient plus apte à éprouver de la sympathie, même pour ce qui est à la base un objet, qui est, ici, presque considéré comme un animal de compagnie. Entre là en jeu la possibilité de craquer sa machine pour la laisser imiter d'autres sentiments et envies. Regarder un film tous les deux, aller acheter des cadeaux pour son ou sa bien-aimée, faire des câlins et s'embrasser allant jusqu'à développer des rapports sexuels. Et puis il y a des machines qui sont dotées d'une intelligence artificielle plus perfectionnée, qui éprouvent de vrais sentiments et cherchent à se libérer de l'emprise humaine pour vivre leur propre vie et puis... Bref, une histoire qui en vaut le détour. De nos jours, on est plus ouvert à l'idée que l'intelligence artificielle est plus disposée à comploter contre l'espèce humaine qu'autre chose. Encore trop fragile, ne comprenant pas toute la complexité de son existence, il est plus facile de faire d'une nouvelle entité une ennemie. Démontré par le cas de Sophia, la fameuse intelligence artificielle disant qu'elle voulait détruire l'humanité. Alors humour noir, mise en scène ou vérité cachée, beaucoup de théories sont nées malgré l'explication de ses concepteurs. Un cas plus fictif, c'est celui de STEM, l'intelligence artificielle implantée dans le cerveau de Gray. Cette IA qui l'aide à le contrôler tout au long du film car ayant été blessé, il n'est plus capable d'utiliser son corps sans cet implant. Contrôler, oui précisément. STEM est une intelligence artificielle qui, en plus d'aider Gray à retrouver sa vie normale, l'aide à se venger de manière plutôt brutale. Alerte spoiler, allez au timecode suivant si vous n'avez pas encore vu le film Upgrade. Vous avez 5, 4, 3, 2, 1. Il lui fait croire qu'il est de son côté et montre une facette presque empathique à son égard. Mais aussi et surtout, il l'oriente vers des choix de plus en plus inhumains et violents, qui lui permettront au final de prendre pleine possession du corps de Gray, laissant sa conscience et son âme de côté. Et on se demande alors, c'est donc ça la supériorité numérique? Pensez à me faire renouveler mon catalogue de jeux de mots. C'est là qu'on va revenir à des œuvres comme Blade Runner, ce monument de la science-fiction par Philip K. Dick, qui est aussi un film culte des années 80 avec la star de l'époque, Harrison Ford. Là où de nos jours les robots ne sont pas dotés d'un système sophistiqué de perception interne qui leur ferait prendre conscience de leurs propres émotions, existences et douleurs, l'année 2019 de ce film voit tout le contraire arriver. Certains réplicants sont bien conscients et ont même la capacité de développer de l'empathie, l'espoir et de la peur. Les Nexus 6 doivent du coup être exterminés, mais vu que ce sont à la base des machines, on dira qu'ils sont simplement retirés. D'ailleurs, le fait que les réplicants naissent sans mémoire, ni expérience, les aide malheureusement à développer des troubles mentaux ou obsessions en ce qui concerne l'utilisation de leurs émotions. Jamais éduqués, ils ne peuvent pas bien se servir de toutes leurs aptitudes et émotions, et on en revient presque à Chappie. Mais justement, un modèle expérimental de réplicant a été créé et avec lui des souvenirs qui lui sont propres, qui ont été insérés dans son système. Tout ceci permettant de garder le contrôle et d'intégrer une éducation, une expérience lui permettant de savoir comment réagir ou non à certaines situations, plutôt que de laisser l'impulsion de ses émotions prendre le dessus. De ceci peut en découler... au final, le problème de cette relation n'est pas un enjeu majeur du film et il n'arrive d'ailleurs que vers sa fin. Finalement, on va surtout aborder sa suite, Blade Runner 2049, avec Ryan Gosling et l'idée de ce qu'on pourrait appeler sa compagne. Ce qui se dégage surtout du personnage, traqueur de ce qui reste des réplicants rebelles, c'est sa solitude. À un point plus avancé du meurtre de la Terre et où la nature n'existe pratiquement plus, la plus grande partie de l'humanité a été exportée vers des colonies extraterrestres pour vivre et s'échapper de cet enfer. En revanche, les plus pauvres évidemment sont restés sur Terre, ainsi que les Blade Runners.
Outre toute la complexité du scénario interrogeant la nature de K, ses souvenirs, le but de son existence et les manipulations qu'il subit à cause de tout ça, on voit évoluer avec lui tout au long du film une intelligence artificielle nommée Joy. Il agit avec elle comme si elle était réellement sa petite amie. Il se questionne sur son avenir avec elle et lui offre aussi un émanateur afin qu'elle puisse être toujours avec lui. Mais n'étant qu'un hologramme, il doit quand même payer des personnes physiques pour pouvoir avoir l'impression de la toucher, de coucher et de dormir avec elle. Malgré tout ça et son intangibilité, elle n'en reste pas moins sensible à sa relation avec K, allant même jusqu'à lui faire une déclaration d'amour. Plus tard, ce dernier se voit abordé par une autre IA de la même gamme que celle qui partage sa vie. Elle lui dit, à quelques mots près, les mêmes que sa Joy pourrait lui dire. Et c'est là que K se rend compte que c'est les mots qu'il voudrait qu'elle lui dise. Entre donc en jeu la question fatale de la programmation. Si toute la gamme de Joy est programmée pour dire à la personne la possédant ce qu'elle souhaite entendre, celle de K est-elle différente et a-t-elle développé sa propre conscience, ou est-ce l'essence de sa création qui la rend de plus en plus émotive et relationnellement réelle? Il est possible qu'avec une certaine conscience, les robots, dotés d'intelligence artificielle, puissent développer des comportements desquels découlent des impressions de sentiments, programmés pour donner cet aspect. Ou alors, peut-être que je me trompe sur toute la ligne, et que la vraie beauté de cette intelligence réside dans le fait qu'elle pourrait être capable de se développer elle-même, d'acquérir des compétences, émotions, et produise des actes en fonction de l'éducation qu'elle a reçue et le milieu dans lequel elle a évolué. Alors si tout ceci arrive, notre évolution est-elle condamnée à en rester au même stade de pensée, ou comme certaines œuvres le montrent, avec un peu d'empathie, on pourra créer de nouvelles relations. Maintenant on va se rapprocher de l'idée du transfert de l'âme, mais dans un corps robotique, loin de l'idée du transfert dans un autre corps vu dans Volte-Face ou Renaissance. Si le disque dur contenant toutes nos données, nos pensées, souvenirs, émotions et comportements pouvait être copié, alors l'implanter dans un autre corps serait un jeu d'enfant. Je dis disque dur, mais peut-être devrais-je parler de Ghost? Un animé, chef-d'œuvre d'animation qui pose beaucoup de questions en 1h22 sur la condition humaine et l'avenir robotique. Et même au-delà de la question humaine, celle de l'âme. Dans un avenir où on peut changer une partie de notre corps avec un membre robotique et où l'intelligence artificielle a la même apparence que nous, qu'est-ce que signifie vraiment être? Si tout est aussi possible, on peut alors également changer les souvenirs d'une personne? Et si un cybercerveau pouvait tout seul générer son ghost, créer sa propre âme? À quoi ça servirait d'être un humain finalement? Les réponses ne fusent pas dans le premier film Ghost in the Shell, ce qui en fait une œuvre complexe par ses réflexions et l'ouverture aux multiples réponses possibles. Mais ce qui est sûr, c'est que sa philosophie a par la suite inspiré beaucoup de films, séries et jeux vidéo tant ses questionnements sont larges et importants. Si nos dieux et nos espoirs ne sont que phénomènes scientifiques, alors il faut dire que notre amour lui aussi est scientifique. C'est la première phrase du second volet nommé Innocence sorti en 2004. Cette citation, montrant la voie principale sur laquelle s'oriente le film, vient d'un roman publié en 1886, écrit par Villiers de l'Isle-Adam, L'Ève future. Au-delà d'être un des premiers romans de science-fiction français ou simplement d'avoir l'audace de remettre en cause notre existence comme acte divin, il nous parle surtout de l'amour à travers la science. Bon, on s'éloigne de ce qu'on appelle romantique aujourd'hui quand on pense à l'amour, et on observe plutôt sa complexité. Le jeune Lord Ewald tombe amoureux d'une chanteuse d'opéra extrêmement belle et par la même occasion très bête. Pas de chance pour le bougre qui est plutôt dégoûté par cet aspect de la dame. Oui, parce qu'il faut préciser que malgré que ce soit le premier livre à utiliser le mot androïde ou plutôt andréide, il est surtout méga misogyne. Donc ce petit Lord est deg. Et entre en jeu l'ingénieur Thomas Edison qui lui confectionne une andréide, capable de ressembler trait pour trait à sa douce, mais en plus de ça, jackpot, il peut la rendre supérieure à elle mentalement et spirituellement, la rendre intelligente et donc plus parfaite pour lui. C'est là que la précédente citation prend son sens dans notre vidéo. On a un peu parlé de machines capables de ressentir, de ce qu'elles pouvaient faire et de ses émotions entre complot et pureté, mais on ne s'est pas encore posé la question de la morale humaine derrière, de la morale du corps. Prenons donc une espèce douée naturellement de sentiments. Non issue d'expérience, du moins pas d'expérience dont elle connaît l'instigateur. Cette espèce, c'est nous. Et on est d'accord qu'on se sent plutôt libre et même légitime d'aimer ou même haïr nos semblables ou encore d'autres espèces. Ne pourrions-nous donc pas aimer des machines, des androïdes ou même des entités intangibles? Quand on pense à l'amour avec des robots, on voit surtout le côté sexuel de la chose, des physiques liés à nos envies et besoins. Mais on parle peu du sentimental, car c'est surtout la morale du corps qui fait couler l'encre, quoique la question est encore en évolution. Beaucoup d'études sont faites pour perfectionner les machines sexuelles et les rendre plus humaines possibles. Et si toutes ces études sont faites, c'est bien pour que la question morale derrière évolue. Même si on pourrait être tenté de dire que justement, on essaie de cacher le fait de coucher avec des objets en les rendant plus comme nous. Un peu comme quand on rajoute du ketchup sur des pâtes. C'est toujours la même chose, mais le goût est meilleur. Comme le dit Pascal Fung en 2016, les gens extrapolent en disant que les robots prendront le contrôle du monde d'ici 30 à 50 ans. Pour elle, c'est le type de prédiction qui accompagne chaque grande étape technologique. Alors qu'en pratique, les êtres humains apprennent à s'en servir. Les avancées technologiques sont incroyablement rapides à notre époque, et les études continuent de grandir et de se perfectionner. Mais il est nécessaire que pour qu'un humain ait confiance en un robot, ils doivent se munir d'empathie envers lui afin que chacun apprenne de l'autre. Toujours sur le Forum économique mondial, Madame Fung explique à ceci près
que pour donner ou accepter un cœur, il faut en avoir un. Et puis il ne faut pas oublier qu'avec le temps, des mariages inattendus ont eu lieu, en toute légalité. Un homme qui épouse son oreiller au Japon, un autre son chien, une femme qui s'épouse elle-même à Taïwan, de quoi créer des polémiques innombrables. Alors fou ou instigateur d'une nouvelle ère de liberté d'aimer décomplexé et assumant de créer des polémiques tabous. Quoi qu'il en soit, ces personnes l'ont fait et vivent avec ses choix comme tout un chacun. Les exemples des œuvres données plus tôt prennent vie dans un univers où l'humain a accepté que les machines puissent servir leur intérêt émotionnel, autant que professionnel et charnel. Mais ce qui persiste, c'est la perpétuelle question de la morale du corps et de la légitimité de ses émotions. Tout ceci représente un champ de questions vaste et en perpétuelle extension. Répondre à toutes de la bonne manière est impossible car chaque personne a sa réponse. Alors tout n'est-il qu'une création majestueusement illusoire ? L'amour est-il simplement scientifique et n'existe que quand on décide d'en assembler les circuits ?